Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir pour un Bourbon sans filtre en petit comité, en très petit comité, comme vous pouvez le voir. C'est un Bourbon sans filtre individuel. Bonsoir Sébastien, bonsoir Yo-Yo, bonsoir Yara. Parce que Stéphane Vogetta a été obligé de repartir rapidement dans sa circonscription en Espagne. Il doit être actuellement à l'aéroport. Il m'a dit que son avion, enfin son train, son avion partait vers 21h. Et donc comme ça, ça sera avec moi, uniquement avec moi, avec le meilleur des députés, je l'espère. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. En termes d'actualité, c'est une semaine qui, comme vous le savez peut-être, extrêmement chargée, puisque c'est une semaine de Vivatech. Vivatech, c'est un salon sur la tech à Paris, et donc l'ensemble des députés qui travaillent sur les sujets numériques sont extrêmement présents pour ce type d'événement. Et puis en parallèle, voilà, moi j'ai un rapport que je présente demain pour aborder rapidement le sujet si vous le souhaitez. Et puis il y a aussi des meetings. Il y a le meeting de Valérie Ayé à Laval demain soir. Et puis il y a un meeting à Angers vendredi. Donc beaucoup de travail de préparation. C'était comment à l'Elysée? C'était assez bien à l'Elysée, mais j'ai malheureusement pas pu rester jusqu'à la fin, puisque je suis allé à l'eSpot. Je sais pas si vous connaissez l'eSpot. C'est une structure à Paris concernant, enfin qui réalise, qui permet aux personnes qui le souhaitent de jouer à du jeu vidéo et qui organise aussi des événements autour du jeu vidéo et de l'e-sport. Et j'étais aujourd'hui donc à l'eSpot pour les. Alors je vais vous donner le nom exact parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Et si je vous dis des bêtises, vous allez me dire après, oui, mais le député nous raconte n'importe quoi. Donc non, je ne vais surtout pas vous raconter n'importe quoi. Et donc ça s'appelait CIC eSport Days. Voilà, et donc je suis intervenu par rapport aux travaux que j'ai menés sur l'e-sport, et puis aussi pour dresser un peu les prochaines actions que je vais pouvoir mener au niveau de l'e-sport. Euh, ben, non, Correa, je suis désolé. Euh, j'ai jamais joué aux cartes Magic. Jamais. Voilà, c'est. Pourquoi pas, j'aurais bien aimé en fait, mais j'ai jamais eu l'occasion. Voilà, peut-être qu'un jour, on m'invitera pour peut-être toi, Coria, tu m'inviteras pour un événement sur ce sujet-là pour me le faire découvrir. Voilà, moi, je ne le connais pas. Mais d'ailleurs, tiens, invitation. Je sais pas si tu es à Paris ou si tu peux venir à Paris. Tu viens à l'Assemblée ici, on en fait un en live sur Twitch. Tu vois, tu me fais découvrir les cartes Magic. Yo-Yo, j'ai une première question concernant le projet de loi fin de vie. Est-ce que vous avez évoqué en réunion de groupe, j'y vais l'année prochaine à Toulouse, est-ce que vous avez évoqué en réunion de groupe le problème de rééquilibrer de l'équilibre du texte qui a été rompu visiblement en commission? Le sujet a été relativement légèrement abordé, mais je ne sais pas si on peut parler de rupture d'équilibre. Ah, il y avait une petite. À voir l'histoire justement des cartes Pokémon taxées à 36%. Pour revenir sur le sujet, est-ce que je me perds là par rapport à toutes les questions qu'il y a sur le chat. Euh, En fait, le débat qui est à l'heure actuelle, il est sur. Bonjour, I'm back again. Euh, le débat, il est sur la période. Je sais pas si c'est le bon terme. J'essaie de trouver le bon mot, mais en gros, pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement à la fin de vie, il faut avoir une maladie incurable. Et la question, c'est de savoir combien de temps par rapport à à l'idée de la fin de vie, on peut bénéficier de cet accompagnement-là. Donc, il y avait un terme dans la loi qui a été
réécrit de façon différente, mais qui vraisemblablement veut dire la même chose. Le terme qui était initial, c'était court ou moyen terme. Voilà, c'était court ou moyen terme. Et je ne sais plus quel est le terme exact qui a été mis, mais en gros, c'est sensiblement la même chose. Certains disent que ça réduit le temps, d'autres disent que ça l'augmente. Le débat va être dans l'hémicycle, il va être extrêmement intéressant. Voilà. Parce que le problème, c'est que la notion de court ou moyen terme, elle est juridiquement non définie. C'est-à-dire que qu'est-ce que veut dire court et moyen terme ? Certains disent que ça pourrait être court, c'est une histoire de semaines. Moyen, c'est une histoire de mois. Donc, en gros, dans le texte tel que c'était prévu initialement, c'était entre guillemets entre 0 et 12 mois. Et là, la nouvelle écriture aurait sensiblement la même chose. Donc, le débat va encore avoir lieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'entité compétente pour déterminer, pour nous aider à faire le bon choix, c'est la HAS, la Haute Autorité à la Santé. Et des éléments que j'ai compris, parce qu'encore une fois, je ne suis pas de la commission spéciale et je ne connais pas le sujet sur le bout des doigts, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est que la proposition, ou du moins la réflexion de la HAS qui sera mise à disposition des parlementaires arrivera que après le texte de loi. Donc ça nous permettra de nous appuyer dessus, certainement lors de la seconde lecture, mais en première lecture, on va avoir un long débat sur est-ce qu'on remet court ou moyen terme, est-ce qu'on met d'autres termes. En gros, le débat, c'est sur quel créneau on peut demander à bénéficier de l'accompagnement à la fin de vie. Et certains diront que ça l'a rendu... Salut Telly. Certains diront que ça l'a rendu plus restrictif, d'autres diront que ça l'a ouvert. Voilà, il y a vraiment un grand débat. Et là, on joue vraiment sur la spécificité de la langue française. Est-ce qu'en CMP, le gouffre s'arrange à faire sauter les amendements auxquels il n'est favorable qui ont été adoptés contre son avis ? Eh bien, je rappelle. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une CMP ? La CMP, c'est la commission mixte paritaire. En gros, le texte, il passe à l'Assemblée nationale, il est voté. Il passe au Sénat, il est voté. Et après, il y a 7 députés et 7 sénateurs qui se mettent autour d'une table et qui discutent du texte du Sénat et de l'Assemblée pour voir s'il y a un compromis qui peut être validé. Si c'est le cas, tant mieux. On dit que la CMP est conclusive et après, on le fait valider et par le Sénat et par l'Assemblée nationale par un vote. Auquel cas, elle n'est pas conclusive et elle repart dans un cycle lecture au Sénat, lecture à l'Assemblée nationale ou inversement en fonction de qui passe en premier. Il n'y a pas de règle sur le passage en premier. Est-ce que j'ai déjà participé à des CMP ? La réponse est oui. La commission mixte paritaire, par exemple, pour le texte numérique, le texte SREN, avec l'article 15 qui a été validé, je rappelle, la semaine dernière par le Conseil constitutionnel sur les GNUM. Si vous avez des questions, je pourrais vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en CMP, il n'y a pas de présence du gouvernement. Et donc, c'est un échange direct entre les sénateurs et les députés. Une fois que je vous ai dit ça, bien entendu, avant, on parle avec les ministres quand on fait partie de la majorité. On se dit, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? Est-ce que si je propose ça, ça répond aux attentes du gouvernement ? Il y a une discussion en amont. Mais à la fin des fins, ce sont les députés, les sénateurs qui prennent les décisions. Et par exemple, sur GNUM, nous, ce qu'on a souhaité avec le Sénat, c'est de mettre un bornage, un plafond maximum sur les gains qui pouvaient être obtenus lors de la participation à des événements avec des cartes GNUM, avec des GNUM. Le gouvernement n'y était pas forcément 100% favorable et c'est nous qui avons, avec les sénateurs, défini le plafond maximum qu'on souhaitait donner. Un plafond d'ailleurs sur 2 axes, un plafond par rapport à l'entité GNUM et un plafond par rapport aux joueurs GNUM. Voilà, donc c'est vraiment une discussion qu'il y a entre les députés et les sénateurs, mais en s'appuyant bien entendu sur les échanges qu'on a avec le Sénat, avec le gouvernement, excusez-moi.
À l'issue de la CMP, le texte constitutionnel prévoit que seuls les amendements du gouvernement sont recevables, donc il peut modifier le texte. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À l'issue de la CMP, c'est-à-dire lorsque la CMP est validée, c'est-à-dire qu'elle est conclusive, et qu'après elle va au Sénat et à l'Assemblée nationale, on peut, si on le souhaite, mettre des amendements. Mais, il faut que les amendements soient votés à l'identique entre le Sénat et l'Assemblée nationale, puisque c'est un texte définitif. Autant dire qu'il est extrêmement rare. Moi, je n'ai jamais eu d'exemple. J'ai jamais eu d'exemple, mais il est extrêmement rare qu'il y ait des amendements qui arrivent hors CMP de la part de l'Assemblée ou du Sénat, parce que finalement, l'équilibre, il se fait lors de la CMP. Ah, donc, mais ça pourrait arriver, rien ne l'interdit. Maintenant, dans quel article de la Constitution c'est présent là, je ne sais pas vous répondre. J'ai le document ici. Voilà, j'ai le règlement de l'Assemblée nationale avec la Constitution et tout, donc ça doit être marqué quelque part. Mais voilà, j'ai pas, là, je vais pas le lire devant vous. Je vais pas le lire devant vous. Sinon, demain, pour ma part, je passe en commission des affaires européennes, parce que voilà, peu le savent, mais je suis commissaire de la commission des affaires européennes, et je présente un rapport. Je vais vous le montrer rapidement. Voilà, donc voilà le rapport qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est rapport sur la souveraineté industrielle européenne. Donc c'est un rapport qui est réalisé par 2 députés. C'est obligatoire, c'est toujours 2 députés, un de la majorité et un de l'opposition. Et on ne choisit pas les députés de l'opposition avec qui on le fait. Donc dans ce cadre-là, je l'ai fait avec une députée du Rassemblement national qui s'appelle Yael Ménache. Et donc ce rapport, il fait 87 pages, conclusions comprises. Et ça aborde en fait tous les sujets pour nous permettre de renforcer la souveraineté européenne. Et donc dans ce cadre présent, il y a des points sur lesquels, avec la députée du Rassemblement national, on arrive à trouver des équilibres, mais en vrai, ils sont plutôt rares. Et ça montre aussi les divergences qui sont les nôtres. Ah, donc je ne vais pas lire le rapport complet, mais voilà, le rapport, il est en 2 parties. La première partie, c'est pour le renforcement de la souveraineté industrielle européenne, une priorité désormais partagée dans l'Union pour remédier à nos dépendances stratégiques. Et on aborde vraiment les sujets de difficulté d'approvisionnement des matières premières. Et dans un second temps, c'est un plan d'action pour une souveraineté industrielle européenne respectueuse des spécificités nationales. Et c'est là où on voit vraiment la différence qu'il y a entre Yael Ménage chez moi, mais peut-être plus largement entre Renaissance et le Rassemblement national, où le Rassemblement national pense que la solution, elle se passe uniquement à l'échelle de la France. Voilà. La France toute seule va pouvoir lutter contre les États-Unis et la Chine et assurer sa souveraineté d'approvisionnement de matières premières. Et moi, je pense que la solution, elle se passe principalement par une Europe forte. Ça va l'ego de bosser avec le Rennes ou t'as mangé le bureau. Est-ce que moi, je suis content de travailler avec le Rassemblement national? La réponse est non. Voilà. Mais c'est pas moi qui ai décidé qu'il y ait des députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est le choix des Français. Je l'aime pas. Mais les Français ont raison et il faut respecter leur choix. Voilà. Et je parle pas de la députée. Je n'ai rien contre Yael Ménache en tant que personne. Je parle uniquement des idées qu'ils portent. Les idées du Rassemblement national ne sont pas mes idées. Comme je pense que les idées que je porte ne sont pas les idées du Rassemblement national. Il faut aussi être clair avec ça. Maintenant, voilà, j'ai travaillé avec Yael Ménache. On a exprimé nos désaccords. Et puis voilà, c'est aussi ça la politique. Voilà, c'est ça la politique. J'aurais préféré travailler avec toi, Telly, par exemple, mais voilà, j'ai pas pu. Présente-toi aux élections législatives, deviens député. Et je suis sûr qu'on aurait beaucoup de boulot à faire pour le numérique.
Ça pourrait être cool d'ailleurs, d'avoir un peu plus de députés spécialistes du numérique, parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Attends, j'essaie de... Parce que vous avez posé plein de questions et ils sont sortis de mon écran. Euh, Et si un jour un ministre est obligé d'utiliser le vote bloqué en séance car trop d'amendements ont été adoptés contre son avis, est-ce qu'il en parlera à la Majo au préalable? Ben, en général, il y a quand même un échange entre la Majo et le gouvernement. La Majo, elle aime pas trop. Le député n'aime pas trop quand le gouvernement arrive avec ses gros sabots. Je vous mentirais en vous disant que les relations sont toujours fluides avec le gouvernement. Il y a parfois des tensions, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et on s'exprime. Moi, je n'ai aucun problème. C'est mon opinion personnelle. Je n'ai aucun problème avec les tensions. J'aime juste que le linge sale se lave en famille. Voilà. J'ai aucun problème de dire à un ministre que je suis pas d'accord avec lui pour telle ou telle raison. Ce qu'il propose, c'est nul. Je l'ai déjà fait, en vrai. Je l'ai déjà fait, mais jamais, jamais en public. Je crois qu'à un moment donné, les choses, il faut les faire entre nous. Comment se travaille avec le travail Sébastien, bonsoir Sébastien. Comment se passe le travail avec la députée RN? Comment s'opère l'élaboration d'un tel document? Alors déjà, on échange. La première action qu'on réalise, c'est pas de travailler sur le rapport, c'est de dire bon, qui on rencontre, qui on auditionne pour pouvoir avancer sur telle ou telle thématique. La réalité, c'est que chacun essaye d'amener des personnes auxquelles il peut y avoir des points qui répondent à ses attentes. Voilà. Et en fait, il y a trois bases. Il y a les institutionnels, les spécialistes de la thématique, qui sont d'ailleurs pas politiques, mais qui amènent un débat. Et puis après, il y a quelques auditions avec des personnes qui sont de référence, mais qui ont plutôt des idées qui peuvent se rapprocher au Rassemblement national. Et après, quelques personnes qui répondent un peu à la vision que je porte. Bien entendu, l'objectif, c'est que le rapport, il apporte aussi des visions. Une fois qu'on a fait ces auditions, on détermine un plan de travail et après, on fait des propositions dans le plan de travail. La réalité, c'est que dans un premier temps, en toute transparence avec vous, sur ce rapport, c'est plutôt moi qui ai dégainé et les propositions, elles viennent plutôt de ma part. Voilà. La réalité, elles sont là. Et la députée RN, elle s'est un peu réveillée à la dernière minute parce qu'elle a eu des problèmes personnels, je crois. Voilà, elle a eu quelques difficultés. Et donc, elle veut y faire des modifications. Moi, j'ai aucun problème pour les modifications que vous proposez. Mais par contre, ce ne sont pas les miennes. Donc, dans le rapport, il est marqué vision de Yael Ménage, c'est telle proposition. Voilà, mais moi, je ne suis pas d'accord. Et sur un point, par exemple, dans le rapport, la dernière partie, si jamais vous en prenez connaissance, c'est sur le financement de l'industrie. Moi, je pars sur la volonté d'avoir un emprunt commun à l'échelle européenne ou une taxe commune. Je verrais bien, tu vois, une taxe écologique. Elle existe déjà, elle a été mise en place, mais je pense qu'on doit aller plus loin. On appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire qu'on taxe les produits importés en Europe qui ne répondent pas aux normes environnementales européennes. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a que peu de produits qui sont concernés. Par exemple, il y a l'acier qui est concerné, mais les voitures, elles, ne sont pas concernées. Les produits transformés ne sont pas concernés. Moi, je pousse à ce que tous les produits transformés ou pas qui ne répondent pas aux normes environnementales puissent être taxés et que cette taxe puisse être utilisée à l'échelle européenne pour financer l'industrie, les nouvelles technologies, la recherche. Voilà. Et là-dessus, on a un désaccord profond avec le Rassemblement national qui, eux, souhaitent que la stratégie industrielle elle soit portée uniquement par la France, simplement par la France, alors que moi, je souhaite qu'elle soit répartie, qu'elle soit travaillée à l'échelle européenne, permettant d'investir de façon beaucoup plus large. J'étais tout à l'heure à l'Elysée. Je rappelle que le plan d'investissement dans l'intelligence artificielle qui était porté à l'époque par mon collègue député Cédric Villani, par mon ami Cédric Villani, c'était 1,5 milliard d'euros sur plusieurs années, ce qui est infime par rapport à ce que peuvent faire certaines entreprises et certains pays qui, eux, mettent pour certaines entreprises des dizaines de milliards d'euros
par an, là où nous, on a mis 1,5 milliard d'euros sur 5 ans. Pouvons-nous faire plus? Je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens. Devons-nous faire plus? La réponse est oui. Donc on a un vrai sujet de trouver les financements, et je crois que ces financements, on peut les avoir à l'échelle européenne. Je reviens sur les questions. Alors, pas une Europe forte, mais un camp occidental fort. Pourquoi exclure dans nos échanges le Japon, les US et l'Argentine? Moi, je pense qu'il faut exclure jamais personne et qu'il faut parler avec tout le monde. Maintenant, il faut aussi être objectif, réaliste sur comment se passent les choses. Est-ce que les États-Unis sont nos alliés? La réponse est oui. Les États-Unis sont nos alliés. Est-ce que les États-Unis sont nos amis? La réponse est non. Les États-Unis, c'est un pays qui, dans leur politique, défendent leurs intérêts. Nous avons parfois des intérêts communs et nous pouvons trouver des équilibres dans ce sens-là. Et nous avons parfois des désaccords. Et la réalité, c'est que les États-Unis feront passer toujours leur intérêt par rapport à l'Europe. Et c'est pas... C'est être objectif que de le dire. Et certains diront, oui, mais c'est juste Donald Trump, avec Biden, c'est différent, etc., etc. Non, non. Est-ce que je suis un grand défenseur de Donald Trump? Non. Est-ce que Donald Trump pense différemment que ses prédécesseurs ou ses successeurs? La réponse est non. Les amendes principales sur les entreprises françaises avec l'extraterritorialité des lois américaines, c'était avec des démocrates au pouvoir. Et ça date pas d'hier. Je vais reprendre les propos du secrétaire d'État. À l'époque, c'était sous Nixon. Je crois que il s'appelait Johnson, le secrétaire d'État. Et excusez-moi si je dis une bêtise, parce que j'ai pas du tout préparé cette intervention avec vous, cet échange-là avec vous. Il disait, et excusez-moi aussi pour mon accent, désolé, The dollar is our currency, it's your problem. Les années 70. Voilà, le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Voilà, c'est America First, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Néanmoins, je me sens plus proche aujourd'hui des États-Unis que de la Chine. Je pense que notre démocratie, notre histoire est plus proche des États-Unis que de la Chine. Et en même temps, il faut qu'on échange avec la Chine, même si on a parfois des désaccords profonds sur les droits de l'homme et sur plein d'autres sujets. Mais on a aussi des points sur lesquels on peut avancer ensemble. Et j'étais très surpris parce que je suis parti avec Stéphane Vogetta et d'autres collègues députés il y a quelques mois aux États-Unis pour parler de cyber. Et je pensais qu'ils allaient beaucoup aborder le sujet russe. Et en fait, de toutes les rencontres qu'on a pu avoir, les États-Unis, leur sujet aujourd'hui, c'est la Chine. Et il y a un gros combat entre la Chine et les États-Unis. Et je crois que nous, on n'a pas intérêt à y rentrer de façon frontale. Qu'on défende nos intérêts face à la Chine et face aux États-Unis. Donc voilà, c'était la petite aparté politique internationale. Voilà, je vois que tu veux trouver un nouveau bureau, du coup, Téli. Je sais pas si c'était pas pour mes propos ou autre. Pourquoi cette volonté de Macron de la troisième voie européenne qui est une division du camp libéral? Mais parce que nos intérêts, je l'ai dit, nos intérêts, ils sont pas ceux des États-Unis. Voilà. C'est une sénatrice qui marquait dans un rapport il y a quelques années sur le sujet de l'intelligence artificielle qui parlait de cyber colonization, une colonisation cybernétique. Je ne sais pas comment le traduire en français. Je suis désolé, c'est pas bien. En vrai, les États-Unis, ils souhaitent utiliser le marché américain. Enfin, excusez-moi, les États-Unis souhaitent utiliser l'Europe comme un marché pour leurs entreprises. Et je crois qu'à un moment donné, nous, on ne doit pas être dépendants
des entreprises américaines. Quelle sera la relation que nous aurons avec les États-Unis dans quelques années? Je n'en sais rien. Et peut-être parce que je suis un gaulliste moderne, on doit défendre nos intérêts. Et nos intérêts, c'est la souveraineté. D'avoir besoin de personne pour nous en sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, financièrement, seul, on est capable de le faire? J'ai peur que non, parce qu'il y a des investissements tellement massifs que nous n'avons pas les moyens. Alors, je pense qu'il faut nous allier au travers de nos intérêts communs avec les autres pays européens. De Gaulle disait: la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Mais tu vois, on est d'accord là-dessus. Il faut qu'on défende nos intérêts, uniquement nos intérêts. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'alliés, mais on doit avoir des alliés au cas par cas en fonction de nos intérêts. Et aujourd'hui, nos intérêts, ils sont de s'associer avec des pays qui seuls ne peuvent pas lutter contre ces deux blocs qui sont la Chine et les États-Unis qui se font la guerre. Et nous, on doit créer une troisième voie, une voie européenne, pour construire nos intérêts. Il y a un pays qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Israël. Israël, ils sont très rapidement déterminés le fait qu'ils devaient être souverains. Et ils ont aussi très rapidement vu qu'ils n'avaient pas les moyens financiers, économiques, de pouvoir investir dans toutes les technologies pour assurer leur souveraineté. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déterminé des objets spécifiques sur lesquels ils ont mis un maximum. Salut Coria. Lequel ils ont mis un maximum d'investissement sur comment dire, les outils permettant de réaliser du suivi. Voilà, je ne sais pas si c'est bon le terme, mais voilà, sur tous les outils permettant d'écouter les ennemis, ce sont parmi les meilleurs du monde. Ouais, ils ont fait un choix. Ils ont dit: nous, on veut défendre la pérennité du pays Israël, donc on va mettre le paquet sur tous les outils cyber, militaires, de défense de nos intérêts. Le reste, on n'investit rien. C'est un choix. Ils se sont spécialisés dans un ou deux domaines et ils sont aujourd'hui parmi les meilleurs du monde. Je crois que la France et l'Europe ne peuvent pas faire ce choix-là, ne doivent pas faire ce choix-là. Nous, on ne doit pas être spécialisés dans des niches, mais on doit avoir une souveraineté complète. Mais n'ayant pas les moyens, on doit trouver des alliés. C'est peut-être ça qui va me différencier, entre autres, du Rassemblement national. Le Rassemblement national dit: nous, la France, on peut être souverain sur tout. Moi, je crois qu'on ne peut pas être souverain sur tout. Je crois qu'on ment aux Français. Dire qu'aux Français qu'on peut être souverain sur tout et s'éloigner de nos partenaires européens, c'est de nous mettre plus tard en difficulté parce que nous n'aurons pas fait les investissements nécessaires pour assurer notre indépendance. Je crois que la position du Rassemblement national, si demain ils étaient aux responsabilités, fragiliserait la France parce qu'elle augmenterait nos dépendances avec des pays tiers tels que les États-Unis, la Chine ou la Russie. Et vous allez me dire: ouais, mais là, tu as fait des histoires, tout ça, c'est n'importe quoi. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. Quelle était la position du Rassemblement national? Il voulait qu'on se fasse vacciner par le vaccin Spoutnik, le vaccin russe. C'est ça la proposition du Rassemblement national. Ne l'oublions pas. Je suis content qu'ils n'étaient pas aux responsabilités à ce moment-là. Parce que je crois que je ne me serais pas fait vacciner. Personnellement, j'aurais refusé. Je préfère me faire vacciner par une technologie européenne validée par une agence indépendante européenne. Une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas non plus très content. Ou satisfait plutôt. Parce que les technologies qui étaient des technologies européennes, elles ont souvent été industrialisées en dehors de l'Europe. Et je crois qu'on a un vrai sujet, nous, aujourd'hui, à l'échelle européenne. C'est de continuer à avoir de l'innovation telle qu'on l'a, mais surtout, de s'assurer de l'industrialiser sur notre territoire. Ben oui, Hugo, salut Hugo, j'espère que tu vas bien.
Ça se met bien au Palais Bourbon. Bah, je sais pas, j'ai pas été au Palais Bourbon de la journée pratiquement. J'étais à l'Elysée, après j'étais à eSpot pour parler e-sport. Tu vois, je viens d'arriver. Et après ce soir, je vais dans l'hémicycle pour le texte sur l'agriculture. Voilà, donc j'étais plutôt un député pas très présent aujourd'hui. Et puis ce soir, comme je disais, il faut que je finalise mon projet de rapport, enfin mon rapport sur la souveraineté industrielle européenne que je passe cet après-midi. Mais moi, j'écoute pas les sondages. J'écoute pas les sondages. La seule chose qui m'intéresse, c'est le vote. Et je respecte toujours le vote des Français. Mais tu verras, Hugo, tu verras qu'on fera plus que 16,5%. Je suis optimiste. Je suis optimiste. Et puis aussi, je connais la qualité de Valérie Ayé, qui est une très grande députée, qui a fait un travail énorme. Et je vois aussi le fait que certains autres députés ne jouent pas franc jeu et que ça va éclater aux yeux des Français. Parce que Glucksmann, parlons de Glucksmann. C'est quoi la position politique de Glucksmann? Il est pour ou contre la NUPES? Actuellement, il répète à qui veut l'entendre qu'il n'est pas favorable à la NUPES. D'ailleurs, il se met souvent en décalage par rapport aux propositions de la NUPES. Il est contre. Oui, mais il est contre la NUPES. Pourquoi le Parti socialiste, alors, à l'Assemblée nationale, ne quitte pas la NUPES? En fait, Glucksmann, il est d'accord avec les personnes qui sont autour de lui, qui sont pro-Mélenchon. Mais sauf qu'aujourd'hui, il le dit à qui veut entendre qu'il n'est pas proche de Mélenchon et qu'il est opposé à l'accord avec Mélenchon. Ben moi, je dis tout simplement que c'est un mensonge. Il joue double jeu. Et les Français sont très intelligents. Et les Français vont, à mon avis, au moment du passage dans l'urne, se positionner par rapport à la position un peu duale, un peu discutable de Glucksmann, qui est en même temps mélenchoniste, mais pas en même temps mélenchoniste. Parce qu'en réalité, la plupart des personnes qui sont aujourd'hui tête de liste, ils sont déjà présents au niveau du Parlement européen. Et on sait déjà comment il se positionne et on sait qui travaille. Donc il peut dire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, tu l'as abordé, toi, Hugo, je t'écoutais il y a quelques jours de ça, et tu disais, si moi j'étais intervieweur de Bardella, je poserais la question de façon différente. Je reprends tes propos et tu me coupes si je dis une bêtise. Je demanderais à Glucksmann, à Bardella, excusez-moi, si je votais pour lui, qu'est-ce qu'il changerait à l'échelle européenne? C'est ça le sujet. Aujourd'hui, les seuls qui font changer l'Union européenne, avec par exemple la dette commune, c'est Renaissance, c'est la majorité présidentielle. Voilà. L'Europe n'a jamais autant bougé que dernièrement, et c'est uniquement et simplement grâce au dynamisme du président de la République. Voilà. Je vous encourage à écouter le discours de la Sorbonne, pas le 2, mais le 1. Celui que le président Macron a dit en septembre 2017. Eh bien, la plupart des choses qu'il a dites ont été aujourd'hui mises en œuvre et ont été aujourd'hui votées. Et ça, c'est une force. Voter pour Glucksmann, voter pour Bardella, c'est surtout ne pas changer l'Europe. Mais bien sûr que l'original est toujours meilleur. Puis je paraphrase et je synthétise. Et en plus, j'évite les musiques particulières. 9e marche pour la Sorbonne, 2 pour Le Pen. Bonsoir, Mister Dante. Merci d'être présent. Déjà, ces petits qui s'excusent pour eux-mêmes ou pour leur groupe, c'est déjà très rare.
Sébastien, je sais, c'est pour ça que j'admets être un utopiste. J'essaye de reprendre un peu vos propos. Euh, mais la notion d'excuse, et on peut aborder le sujet un peu philosophique de la notion d'excuse en politique et la notion de nuance en politique. Il y a quelques jours de cela, quelques semaines de ça, j'ai fait une interview pour une radio locale. Et la question était, est-ce que vous avez tout bien fait pour la classe moyenne? Et donc, je lui réponds à la Denis avec nuance, en disant, est-ce que je peux dire que j'ai tout bien fait pour la classe moyenne? Est-ce qu'on a tout bien fait pour la classe moyenne? La réponse est non. On fait jamais rien de parfait, mais néanmoins, lors du Covid, on a été très présent pour accompagner la classe moyenne. Néanmoins, sur le pouvoir d'achat, on a supprimé la taxe d'habitation pour augmenter le pouvoir d'achat. Et donc, j'y amène des éléments qui prouvent qu'on a quand même beaucoup avancé pour la classe moyenne. Derrière article du journaliste, le député Massiglia dit qu'ils n'ont pas tout fait comme il fallait pour la classe moyenne. Et en fait, il a modifié la teneur de mes propos, de ma nuance, pour y faire uniquement avancer un aspect négatif. Et c'est pour ça que la notion d'excuse ou de nuance en politique est peut-être, à mon avis, un problème, parce que la manière dont certains médias ont de prendre l'information pour la mettre en avant est biaisée et fausse. Et je trouve ça dommage. Et non, le château m'appelle pas d'une part, et deuxièmement, avec tout le respect que j'ai pour la radio, je suis pas forcément sûr que beaucoup de personnes ont vu le message. Voilà. C'était sur un tweet, il y a dû avoir un like et demi, et encore, je pense que c'était son chat qui avait dû liker. Donc c'est pas trop un sujet, mais voilà, c'était vraiment sur la notion de s'excuser en politique, apporter de la nuance. Ben en fait, c'est vraiment un double tranchant parce qu'on peut toujours sortir une phrase de son contexte pour dire qu'on tape sur telle ou telle action. J'ai vu un article dans un journal, L'Opinion, qui expliquait que Catherine Vautrin s'est déjà opposée en Conseil des ministres. Est-ce que tu sais si d'autres membres du gouv le font parfois? Ben en fait, je suis pas ministre, pas encore. Voilà, peut-être un jour, va savoir. En vrai, je n'y crois pas parce que c'est pas forcément une ambition personnelle, mais voilà. Donc je ne suis pas. Et en fait, je sais pas comment ça se passe au Conseil des ministres. Je sais pas ce qui se dit. Faut aller vite, hein. Je vois pas vite pourquoi. Je rappelle que Emmanuel Macron est entré dans le monde médiatique par ses mots sur l'illettrisme. Reste plus que 3 ans. Qui te dit que je ne serai pas candidat en 2027 aux élections législatives et qui te dit que je ne serai pas réélu? Et qui te dit que ce sera Marine Le Pen qui est présidente de la République? Ben moi, j'y crois pas, Marine Le Pen, présidente de la République. Je n'y crois pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une tension dans notre société et une volonté de certaines personnes de faire un vote sanction avec Marine Le Pen? Je pense que oui. Je pense réellement que oui. Est-ce pour autant que les Français veulent donner la responsabilité de gouverner le pays à Marine Le Pen? Ben, je suis optimiste envers mes concitoyens et j'y crois pas. Et j'y crois pas. On verra. Une chose est sûre, par contre, c'est que moi, je voterai pas Marine Le Pen en 2027. Et une chose est sûre, c'est que je préfère perdre que m'associer, même de très loin, avec le Rassemblement national. Je me suis engagé en politique uniquement pour mes convictions et jamais pour mon intérêt ou une potentielle carrière politique. Voilà, je partirai la tête haute. Toujours. Aucune victoire, fût-elle très importante, me fera m'associer avec le Rassemblement national. C'est tout. En réunion de groupe, aucun tiers n'est admis à part la Majo et le gouv. Exactement. En réunion de groupe, il n'y a que les députés de la majorité et parfois des personnes des cabinets ministériels et même parfois des ministres eux-mêmes. Non,
Je partirai si les Français veulent que je parte, ou je partirai parce que j'ai essayé de partir. Mais, euh, mais voilà, je crois que en politique, les convictions sont plus importantes que la carrière ou que l'intérêt personnel. Finalement, l'engagement politique, il est pour le bien général et le bien commun. Tu dois jamais prendre une décision par rapport à la prochaine échéance électorale. Jamais. Puis je vous rappelle que je suis en disponibilité. Donc voilà, quand j'en ai marre de la politique, je dirais à tout le monde, allez vous faire foutre, je me casse. Je retourne dans mon entreprise pour retourner à mon travail. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais dans mon travail. Ah, donc je suis là aujourd'hui parce que je pense que je suis utile, clairement. Mais le jour où je pense que je serai plus utile, ben, je partirai. C'est comme ça. Je pense que sur le changement de direction sur le nucléaire, cela aurait pu être un moment pour dire qu'il s'était trompé, mais est-ce que ça aurait été bénéfique? Ce qu'a dit le président Macron est beaucoup plus nuancé que ça. Il dit je ferme Fessenheim parce que c'était un engagement qui était pris par mon prédécesseur et je pense qu'il faut toujours tenir les engagements du prédécesseur. Puis après, il est vrai, dans un second temps, il a annoncé qu'il relançait la filière nucléaire. Sur ce point-là, moi, j'ai toujours été très clair. Je n'ai jamais été favorable à la fermeture de Fessenheim. Voilà. Est-ce que j'adore le nucléaire? La réponse est non. Le nucléaire a des problématiques, a des éléments qui font penser que ça peut être dangereux, clairement. Néanmoins, le nucléaire n'émet pas de CO2 dans une société pour lutter contre le réchauffement climatique pour lequel il faut justement réduire les émissions de CO2. Le nucléaire est une des réponses. C'est pas l'unique réponse, hein. Il faut aussi avancer sur les ENR et surtout sur le stockage des énergies, pour pouvoir stocker l'énergie en cas de surproduction, en cas de soleil important ou de vent important, pour le redistribuer dans la nuit quand il fait froid et qu'il n'y a pas de soleil et pas de vent. Mais voilà, il faut avancer sur les deux. Tu as vu l'avis du Conseil d'État sur les articles que la ACC a passé à la loupe. Sur quelle loi? Sur SREN? Ah, PGL fin de vie, je sais pas si tu as vu le nombre d'articles de la Constitution de la CEDH qui vont passer à la loupe afin de valider la formation. On verra ça. Moi, je comprends pas d'ailleurs, je le dis avec franchise, cette idée de dire faut surtout pas voter cet article parce qu'il risque d'être le Conseil constitutionnel risque de le dire qu'il est pas bon. Mais en fait, nous on vote ce qu'on pense qui est bon, et après le Conseil constitutionnel il fait son travail. Il dit que c'est un cavalier législatif et qu'il ne faut pas le valider. En fait, il fait son boulot. Mais se dire que nous, on ne veut pas prendre de risques par peur de la censure du Conseil constitutionnel, j'ai jamais compris cette stratégie. Certains disent oui, mais si le Conseil constitutionnel censure tel ou tel article, ce sera une défaite pour vous. Bah non, nous on tente. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. C'est pas la fin du monde. Voilà, et cette idée en politique qu'il faut être toujours d'accord avec le Conseil constitutionnel, parce que sinon on va se faire taper les doigts par l'opposition en disant je vous avais dit que c'était pas constitutionnel. On fait, on voit. Allez vous faire fourte. Ça veut dire quoi, fourte? Je comprends pas ce mot, Hugo. Désolé. Je reprends. Peut-être des questions. C'est surtout que s'excuser ou même reconnaître des responsabilités néfastes idéologiques qu'on soutenait de bonne foi fait trop mal à l'ego de bon nombre d'élus. Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois que c'est spécifique à la politique? Tu rencontres beaucoup de gens autour de toi qui disent à un moment donné, là je crois que je me suis trompé. Moi qui viens du monde de l'entreprise, je ne me rappelle pas une seule fois avoir entendu quelqu'un m'avoir dit ça. J'ai fait une erreur, je me suis trompé.
Il y a toujours la volonté d'expliquer du pourquoi, du comment, que le problème est arrivé par la responsabilité de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que parfois, par rapport à la peur de l'erreur, on met en copie 15 millions de personnes par mail, là je parle du monde de l'entreprise, dans la volonté de se protéger. Il me semble que parfois, reconnaître son erreur est une bonne chose, clairement, et ne pas encourager les personnes qui expliquent de pourquoi ils ont fait une erreur et quelles sont les actions qu'ils mettent en place pour pas que ça se reproduise, soit une bonne chose. Si tu as une question, vas-y go, mais je suis pas sûr que tu m'en autorisation, hein, c'est pas ton genre. Ah oui, je le fais tous les jours en vrai, dire quand je me gaufre, c'est même très simple. Bah ouais, Telly, bravo. Mais la réalité, c'est que de ma petite expérience du monde de l'entreprise, hein, 2002-2017, donc 15 ans d'entreprise, voilà, petite mais qui est quand même pas négligeable, moi je me rappelle pas avoir eu ces échanges-là. Plutôt le problème, hein, expliquer aux gens qui avaient des égos trop importants qu'il fallait un peu qu'ils les mettent de côté. Ça, c'est parfois plus compliqué. Parfois, il arrive en hémicycle que toute l'opposition vote un amendement ensemble. Est-ce que sont toutes d'accord avec cet amendement et c'est fait exprès pour mettre en minorité? Il n'y a pas de réponse particulière à ta question, Yo-Yo, mais parfois le seul accord qu'il y a dans l'opposition de voter un amendement, c'est de mettre en difficulté la majorité de l'abattre. Et c'est parfois plus une position de forme que de fond. C'est dommage d'ailleurs. Mais en même temps, la majorité a du mal aussi parfois à construire des accords avec l'opposition aussi. Donc, faut pas non plus jeter la responsabilité uniquement sur l'opposition. C'est vrai, c'est vrai. Mais finalement, la plupart des sujets qu'on aborde, Ellie, ce sont des sujets éducatifs. Comment tu le sais qu'ils le font exprès parfois? Suffit d'écouter les débats. Suffit d'écouter les débats. Sur la loi immigration, tiens, on va prendre une loi que vous connaissez tous. Est-ce que quand ils ont voté le rejet, je vous rappelle, hein, il y avait une motion de rejet et ça a été voté par toutes les oppositions, à part faire chier le gouvernement et faire un coup politique, quelle est leur volonté? Aucune. Aucune. Est-ce que le Rassemblement national et la France insoumise portent la même vision de l'immigration en France? La réponse est non. Ils voulaient nous mettre en minorité, ils voulaient faire un coup politique, ils l'ont fait. Voilà. Est-ce que ça a permis de faire avancer le sujet et de faire avancer le débat? La réponse est non. Nous étions dans une stratégie politique dont les personnes qui en subissent les conséquences sont la démocratie et les Français. Voilà. La démocratie parce qu'on n'a pas eu de débat. Et je trouve que c'est toujours dommage qu'il n'y ait pas de débat. Et les Français parce que le texte qui est sorti était, à mon avis, pas forcément le texte que les Français souhaitaient. Salut Cristal Grain. J'ai dit que 2 fois que Cédric Villani était mon ami. Je l'ai dit que 2 fois et je l'ai dit aujourd'hui. Moi, tu sais, Sébastien, je suis pas toujours d'accord avec la majorité. Je l'exprime et j'en fais pas. Je l'exprime en interne et je le dis jamais en public. Mais bon, vu que c'est Bourbon sans filtre et vu que plus ça va, plus je me lâche, j'ai soutenu Cédric Villani pour les élections municipales de Paris 2020. Je pense que c'était le meilleur candidat pour gagner la ville de Paris en 2020. J'ai même invité Cédric Villani à participer à la finale des Worlds de League of Legends qui avait lieu à Paris
Et il est venu pour lui montrer ce qu'était l'e-sport et lui permettre d'avoir une connaissance importante s'il était maire de Paris. Voilà. Cédric Villani, on échange de temps à autre ensemble. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je regrette qu'il ait quitté Renaissance, je regrette qu'il a quitté La République En Marche. Je pense qu'il nous a apporté beaucoup de choses. Je pense que c'est un politique qui, à l'inverse des autres, n'a pas de plan de carrière, il fait les choses par conviction et je le respecte pour ça. Et je serais très heureux demain d'avoir Cédric Villani dans le même groupe politique que moi. Parce que c'est un mec juste bien. Voilà, c'est tout. C'est tout. La politique, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Et il y a des gens bien dans l'opposition et il y a des gens moins bien dans la majorité. Voilà, c'est tout. Par exemple, je suis de la gauche radicale et l'ego des turbo-militants me fatigue. Encore plus ce liste de Mélenchon, je le reconnais sans aucune difficulté. La réalité, ou du moins, c'est pas une réalité, parce que c'est plutôt un ressenti. Et le ressenti n'est pas une réalité. J'ai quand même le ressenti qu'il y a deux grands types de militants ou d'engagement politique. Et c'est une synthèse, et bien sûr, il y a des cas particuliers très différents. J'ai l'impression que quand on est à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, on a des militants beaucoup plus engagés par rapport à des convictions radicales que quand on est entre guillemets, un militant centriste, peut-être plus pondéré. Et il me semble que les militants d'extrême gauche ou d'extrême droite, dans leurs propos, sont extrêmement radicaux et peut-être beaucoup plus engagés sur leurs convictions que des soutiens de partis politiques, que je dirais d'ailleurs de gauche, de droite ou du centre, mais qui ne sont pas radicaux. Voilà, c'est un ressenti, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le sur le chat, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, je pense que en fait, voilà, c'est l'une des caractéristiques d'un militant d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est sa radicalité dans ses propos et voire dans son ego. Parce que de toute façon, voilà, un militant d'extrême gauche, il sait mieux que tout le monde ce qui ne va pas pour notre société et seul lui a la réponse pour pouvoir résoudre l'ensemble des problèmes. J'ai écouté une fois Virginie Duby-Muller qui disait qu'il y a des points communs entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, Virginie Duby-Muller, c'est une députée LR de l'Ain, je crois. C'est ça, j'ai peur de dire des bêtises. Je vais regarder sur Google pour pas vous dire de bêtises. Là, s'il y avait Hugo, s'il avait été là, il nous l'aurait dit. De Haute-Savoie. De Haute-Savoie, excusez-moi. Voilà, de Haute-Savoie. Qui fait partie un peu des familles des modérés chez les LR. Il y a plein de familles chez LR, mais il y a les modérés d'un côté et les moins modérés de l'autre. Pour faire une synthèse rapide, il y a des LR avec qui la majorité présidentielle peut travailler, d'autres avec qui on ne pourra jamais travailler. Moi, je suis d'accord avec Virginie Duby-Muller. Je le dis de toute façon très clairement, moi je mets un égal entre l'extrême gauche, la France insoumise, et le Rassemblement national. Attention, je ne mets pas un égal entre la NUPES et le Rassemblement national. Parce que dans la NUPES, il y a des partis qui ne sont pas la France insoumise. Néanmoins, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, le Parti socialiste puisse s'associer avec la France insoumise. Je considère personnellement que le Parti socialiste est plus proche de nos idées qu'il n'est de la France insoumise. Et je serais personnellement très favorable à ce que demain il y ait un contrat de gouvernement entre le Parti socialiste, le centre et les républicains. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait être capable
de proposer à nos concitoyens un programme, un projet qui porte certaines valeurs de la gauche et certaines valeurs de la droite. De toute façon, c'est mon engagement chez Renaissance. Je suis de droite économiquement et de gauche socialement. Voilà. Je ne me trouve pas dans certains sujets de la droite et je ne me trouve pas dans certains sujets de la gauche. C'est très compliqué. Écoutez, comme au Parlement européen. Mais exactement. Ah oui, oui, Hugo, mais j'ai posé une question, il n'a pas répondu. Je pense qu'il était en train de chanter ou un truc comme ça encore. Emmanuel Macron a dit pendant la dernière campagne qu'il acceptait d'être taxé d'extrême centre. Comment réagirais-tu à cette même remarque? Est-ce que je suis d'extrême centre? Peut-être. J'ai toujours eu du mal à me mettre dans une case, en fait. C'est quoi d'être extrême centre? C'est quoi? C'est difficile, hein. Alors peut-être que Hugo, qui a un bac plus 50 en politique, est capable de définir ce que c'est le centre, la droite ou la gauche. Moi, j'en suis pas capable. J'en suis pas capable. Je n'ai pas fait d'études politiques. Je n'ai pas l'expertise pour me définir politiquement. Par contre, sur des sujets, je sais me positionner. Est-ce que je suis favorable au mariage pour tous? Ah, la réponse, elle est oui, sans aucun problème. Est-ce que je suis favorable à la PMA? La réponse est oui, sans aucun problème. Est-ce pour autant que je suis pour une présence de l'État dans tous les pans de la société? La réponse est non. Je pense qu'aujourd'hui, l'État est trop présent sur beaucoup trop de sujets. Donc là, je suis plutôt de droite. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut plus engager sur la notion de sécurité sur le territoire avec plus de policiers présents sur le territoire? La réponse est oui. Et c'est ça qui est compliqué. Je suis de droite, je suis de centre, je suis de gauche. Ben, parlez-moi d'un sujet, je vous donne une réponse, et après vous mettrez dans une case. Une question concernant la justice, est-ce que tu sais si en correctionnel, c'est plus ou moins le président qui décide même si la décision est censée être prise à la majorité avec les deux assesseurs? Bonne question, je te répondrai la prochaine fois. Je sais pas, enfin, on croit toujours que le politique c'est tout sur tout. Moi, je sais pas tout sur tout. Voilà, je suis désolé. Ce que je sais faire, par contre, c'est prendre les questions, les travailler et apporter une réponse. Voilà. Je n'ai pas de formation de juriste. Par contre, j'ai une formation d'ingénieur mécanique. C'est que tu veux que je te parle de la réindustrialisation du pays. Là, je peux t'en parler pendant des heures et des heures. Et le chômage d'Ambroise, on en parle ou pas? C'est pas des sujets qui m'intéressent. Monsieur le député, que penses-tu de l'idée que le rôle fondamental de l'État, c'est de protéger chaque partie de la société des abus et des prédations des parties fortes? Je définirais pas ça comme ça. Moi, je pense que le rôle de l'État, c'est de donner les moyens à toutes les personnes de réussir. Vraiment. De protéger les plus fragiles. Vraiment. D'assurer la sécurité de chacun. Vraiment. D'assurer la liberté de chacun. Vraiment. Mais il n'a pas vocation à créer une égalité parfaite entre chacun de ses concitoyens. Donner la chance à chacun de réussir, la réponse est oui. Donner une égalité parfaite à chacun citoyen, la réponse est non. Un exemple. Êtes-vous pour ou contre les 35 heures? Moi, je suis contre les 35 heures. Je considère qu'on doit laisser la liberté à chacun de travailler comme il le souhaite.
quand on est jeune, qu'on a 25 ans, qu'on doit construire sa maison, qu'on doit construire sa famille, laissons la possibilité aux personnes, s'ils le souhaitent, de travailler plus que 35 heures. 38 heures, 40 heures, 42 heures. C'est jamais tué personne de travailler 42 heures. Par contre, quand on commence à avoir 60 ans, que les enfants sont partis de la maison, qu'on a fini de payer le crédit, et qu'on a moins besoin d'argent, pourquoi pas travailler que 28 ou 25 heures ou 24 heures, peu importe. Et dans notre système, on a mis 35 heures pour tout le monde. Voilà. Et je comprends pas. Et je comprends pas. Par contre, par contre, s'assurer qu'il y a un salaire minimum horaire, bien sûr, 100% favorable. Imposer encore plus le partage de la valeur de la richesse créée envers les salariés, favorable. Mais voilà, laisser la liberté à chacun. Et je trouve que l'État, finalement, à la fin des fins, il impacte la liberté parce qu'il veut imposer les choses. Euh, Le revenu universel, je sais pas quoi en penser. Je trouve l'idée intéressante, mais il faut voir comment elle est construite. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le revenu universel serait certainement une baisse de pouvoir d'achat pour les personnes les moins bien, les plus en difficulté financière. Et je crois que ça, il faut vraiment le pointer. Dans un pays tel que la France, où les redistributions sont tellement importantes, et je ne suis pas farouchement opposé en plus, le revenu universel pourrait être un moyen de transfert de fiscalité auprès des plus démunis. Donc attention avec ça. Même avec les 35 heures, j'ai toujours, et je dis bien toujours, travaillé beaucoup plus, jusqu'à 70 heures par semaine. Je suis pour les 35 heures car cela veut dire que les heures travaillées au-delà doivent être payées en heures supplémentaires. Ah mais attention, je dis pas que je veux pas que les heures soient payées entre guillemets en heures supplémentaires. Je dis juste que moi ça m'agace, ça m'intéresse pas de me dire tu travailles 35 heures. Si moi j'ai envie de travailler 50 heures par semaine, mais qu'on me laisse travailler 50 heures par semaine. Après, clairement, si je travaille 50 heures par semaine, c'est pas pour être payé 35 heures. C'est pour être bien payé. Et ce, pendant un moment où j'ai besoin d'argent. Je crois que c'est ça le sujet, c'est laissons la liberté entre les patrons et les salariés de trouver un équilibre qui permette à chacun d'y trouver son intérêt. Mais attention, oui, il y a aujourd'hui des salariés qui jouent pas le jeu et ça pose problème. Et oui, il y a des patrons qui jouent pas le jeu et ça pose un problème. Et c'est là que doit être présent l'État. C'est-à-dire s'assurer que les choses soient faites de façon réglo entre chacun. Qu'est-ce que je pense du programme économique de la NUPES? Il est au même niveau que le programme du Rassemblement national sur le respect des êtres humains. Nul à chier. Je peux être vilain de dire oui, bien sûr. J'ai travaillé 60 heures par semaine. J'ai jamais gagné plus dans beaucoup de cadres d'emploi. On travaille déjà plus. Ah, mais ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et moi, je suis farouchement opposé à ce qu'une heure réalisée en plus de son contrat ne soit pas payée. Tu travailles plus, tu gagnes plus. Et j'aurais aucun problème et je serais un grand défenseur du salarié qui amène son patron au tribunal parce que ces heures supplémentaires ne sont pas payées. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. Après, bien entendu, il y a des cas particuliers. Il peut penser des cas au forfait jour. Voilà, le forfait jour, c'est pas un nombre d'heures, c'est un nombre de jours travaillés. Mais tout ça, c'est une négociation entre le salarié et l'employeur. Mais en toute transparence, quelqu'un qui est au forfait jour doit avoir une meilleure rémunération que quelqu'un qui a 35 heures. Parce qu'à la base, forfait jour, il fait plus que 35 heures. Et tout se négocie. Il faut toujours, et c'est ma ligne de crête, ce qui est compliqué, que le salarié et le patron trouvent leur équilibre dans le contrat et dans le travail réalisé. Oui, mais le fameux forfait jour. T'as quel contrat, Yara? Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Juste comme ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir danger si jamais un jour le programme de la NUPES venait à être appliqué?
Mais moi, je pense qu'il y a un danger si c'est le programme de la NUPES ou le programme de la France Insoumise. Enfin, excuse-moi, si c'est le programme de la France Insoumise ou de l'Assemblée nationale, je pense que les deux sont dangereux. Je le pense. Mais les Français choisissent. Et je respecterai toujours le choix des Français. Si demain, les Français veulent mettre Marine Le Pen présidente de la République, qu'ils mettent Marine Le Pen présidente de la République. J'y serai farouchement opposé. Je me battrai contre elle pendant 5 ans. Mais alors, tous les jours, toutes les minutes. Mais c'est le choix des Français. Salut Warclose. Voilà, c'est le choix des Français, je l'accepterai. C'est même possible que je me casse, en fait. J'irai dans un autre pays pendant quelques années. Mais, enfin, tu peux pas dire nous sommes dans une démocratie et le choix des Français doit être entendu, respecté et voté. Et en même temps, quand il te convient pas, ne pas l'accepter. Sinon, ce n'est plus la démocratie. Ah, mais moi, yo, je pense que si demain Marine Le Pen est élue, c'est le bazar. Je pense qu'il y aurait un certain nombre de nos concitoyens qui exprimeraient de façon véhémente leur désaccord. Et en même temps, que chacun aille voter. Que chacun aille voter. Je connais trop de personnes qui disent je suis pas d'accord avec la politique et qui vont pas voter. Moi, je pense même qu'à un moment donné, on devrait se poser la question de la capacité qu'ont des personnes à débattre politiquement s'ils ne votent pas. Ah voilà, à un moment donné, le vote, peut-être faudra-t-il le rendre obligatoire un jour, je ne le sais pas. Mais voilà, le vote, c'est la capacité d'exprimer son opinion et de pouvoir, le cas échéant, dire moi je suis pas d'accord avec ce qui est fait, et d'ailleurs je n'ai pas voté pour. Mais du moment où tu votes pas, voilà, tu assumes le fait que d'autres ont voté à ta place. Les 35 heures, c'est une question d'annualisation du temps de travail et s'oppose en effet au travail du moment. Je ne veux pas dire saisonnier, je pense que ne pas laisser de souplesse entre 35 heures et l'annulation du temps de travail est une erreur. Et même annulation de temps de travail, mais en fait, payons les heures faites. Payons les heures faites. Qu'est-ce qui diffère du fonctionnement entre la majo et le gouv entre la majo absolue ou relative d'après toi? Alors, est-ce que la majo relative est une bonne chose? Moi, je pense que oui. Je pense que ça a permis, ou du moins je pense que ça devrait permettre, la construction de consensus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des consensus qui se créent? La réponse est oui. On a voté des dizaines et des dizaines de lois par consensus. Je sors les lois de finances parce qu'il n'y aura jamais de consensus sur les lois de finances parce qu'un député de l'opposition qui vote une loi de finances rentre dans la majorité de ce fait. Mais à l'exception de la réforme des retraites, toutes les autres lois, toutes depuis 2 ans et demi, non depuis 2 ans, ont été votées par consensus. Et donc oui, il y a beaucoup de consensus à l'Assemblée nationale, beaucoup plus que ce que certaines veulent bien le dire et le faire croire. Vraiment. Maintenant, je remarque quand même des difficultés dans notre façon de faire de la politique à construire du consensus, tant dans les oppositions qui, par défaut, veulent se positionner en opposition dans la perspective des prochaines échéances électorales plutôt que de l'intérêt des Français, et que dans le gouvernement et plus précisément dans l'administration, qui a parfois du mal à accepter le consensus politique parce que parfois, un certain nombre de personnes pensent qu'ils sont plus à même de prendre les bonnes décisions que le politique. Et ça, c'est pour moi un vrai sujet. Est-ce que Valérie Ayé est la bonne candidate? Oui. Oui, Valérie Ayé est la bonne candidate. C'est la députée européenne qui a fait le plus bouger les lignes lors des 5 dernières années. C'est une travailleuse, elle est efficace, elle est compétente. En fait, finalement, il y a 2 choix. Soit vous voulez voter pour quelqu'un de compétent, et alors il faut voter par Valérie Ayé. Soit vous voulez voter pour quelqu'un qui est capable de faire la publicité pour du dentifrice et une brosse à dents avec son beau sourire et ses beaux selfies, alors c'est Jordan Bardella.
Voilà. Il y en a un qui bosse pas et une qui bosse. Moi, j'ai toujours voté pour ceux qui bossaient. En majorative, le gouv est obligé de plus tenir compte de sa majo aussi, non? Hmm. Les relations avec le gouvernement sont pas toujours faciles, et c'est normal parce que même dans la majo, croire qu'il y a dans la majo une position uniforme, commune, est une erreur. Nous avons des débats et des positions qui sont différentes dans la majorité. Voilà. Et c'est ça la démocratie, c'est ça la diversité des opinions. Euh, Oui, bah, si tu trouves un employeur cristal gras qui te propose que tu as envie, eh ben, let's go, let's go. Moi, je crois beaucoup à cette capacité qu'ont les gens à discuter entre eux. Voilà, un employeur et un ou une salariée peuvent trouver un équilibre qui répond aux attentes de chacun. Voilà, c'est... Arrêtons de nous opposer tout le temps. Pour l'instant, quelle est la meilleure ou la plus grande réforme d'Emmanuel Macron à tes yeux? Fin de vie. Elle n'est pas encore votée, mais fin de vie. Finalement, on a fait plein de super lois qui sont des lois techniques. Quand on supprime la taxe d'habitation, c'est un gain de pouvoir d'achat énorme pour nos concitoyens. Vraiment. Mais on se rappelle des politiques sur les lois sociétales. Le mariage pour tous. En 81, Mitterrand qui abolit la peine de mort. Voilà, c'est ces lois-là qui marquent le politique. Voilà, c'est ces lois qui marquent le politique. Sinon, l'amendement le plus important, c'est la baisse de la TVA sur la billetterie e-sportive. Le député qui a fait ça, il est vachement bien. Breaking, réforme audiovisuelle de sources parlementaires. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, juge le calendrier d'examen trop serré en fin de semaine et aurait préféré que le texte soit retiré de l'ordre du jour à ce stade. Eh ben, tu sais quoi? Là-dessus, ils se mettent d'accord et moi je m'adapterai. Je mets un jeton sur les ingérences parce que l'on met pied dans la porte. Là, je sais pas, Teddy, ce que j'ai peut-être pas suivi pourquoi tu dis ça, mais pour moi, c'est un vrai sujet sur les ingérences. Voilà, je sais pas si vous avez vu. Alors, j'ai vu ça en travers aujourd'hui. Il faudrait que je prenne le temps de lire, mais j'ai cru croire, j'ai cru lire, j'ai cru voir que les mains rouges étaient plutôt une ingérence russe. Voilà, je ne sais pas. Je mets ça au conditionnel. Je vais regarder ça tranquillement ce soir dans l'hémicycle en complément de préparer mon intervention de demain. Est-il vrai qu'il y a des difficultés relationnelles avec la ministre Roubache? Moi, j'en sais rien, il faut lui poser la question. J'en sais strictement rien. Voilà, faut lui poser la question à elle. Je suis pas porte-parole de Roubache ou qui que ce soit. Hein. C'est pas des sujets qui m'intéressent en vrai. Les relations entre ministres, c'est pas ça qui va, à mon sens, permettre à nos confrères de remplir le frigo. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas un sujet. Voilà. Ils s'arrangent entre eux. Sur le canard enchaîné, les enquêteurs soupçonnent Moscou d'avoir commenté les actes de vandalisme signalisés dans ce lieu de mémoire au cœur de Paris, mardi 14 mai. Ces actions qui font écho à celles portées contre la Russie en novembre, après la découverte de dizaines d'étoiles de David sur les murs de la capitale. Mais oui, de toute façon, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui essayent de créer du désordre de notre pays pour pouvoir en tirer des avantages. Hein. Euh, C'était ah, vous posez tellement de questions que ça va trop vite et que j'ai pas le temps de tout suivre. En plus, il est 21h22 et dans 8 minutes, ça reprend dans les musiques. Il va falloir que j'y aille. J'ai pas eu le temps de manger en plus. Je vous laisse encore bravo pour la remise des eSpot Awards sur ça. T'étais présent, Crystalgre, pour les eSpot Awards?
comprends rien à ce que tu me racontes, Ellie. Je mets le jeton sur les ingérences parce que l'on. Ah, sur la PPL qu'on a portée, oui, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que c'est la loi du mandat Macron? Moi, je pense que c'est plutôt des lois qui changent massivement notre société qui poussent. Je sais pas si vous entendez la sonnerie là. Non, je crois pas. On a une sonnerie là qui sonne, qui nous dit l'hémicycle reprend dans 5 minutes, commencez à revenir. Donc voilà, il va falloir que j'y aille. Ah, mais je suis 100% d'accord sur les ingérences. Pour moi, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, à l'époque, lors du précédent mandat, je m'étais battu contre l'extraterritorialité des droits américains. Aujourd'hui, on l'a eu au début du sujet. On a des pays autour de nous qui sont des alliés, mais qui défendent que leurs intérêts. Et nous, on doit être euh, dans une optique de réciprocité par rapport à ces pays-là. Vraiment. J'en profite avant de vous abandonner lâchement pour courir vers l'hémicycle, de vous dire que restez connectés pour la semaine prochaine. Bourbon sans filtre. On devrait avoir un député que vous ne connaissez pas. Et qui est extrêmement intéressant, qui est membre de la commission des finances avec moi, qui s'appelle Charles Zinstenstuhl. Alors pour Prisca, elle devait venir et puis elle a annulé la dernière fois, elle a eu un empêchement. Je vais la relancer, mais je crois que c'est un peu un peu compliqué. Voilà, je crois que c'est un peu compliqué pour des raisons que je ne connais pas. Voilà, mais je crois que c'est un peu compliqué par rapport à son agenda. Et donc voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine avec Charles Zinstenstuhl. Et on va bien se marrer parce que si vous voulez faire démarrer Charles, parlez-lui du Rassemblement national. Je crois qu'il est allergique, vraiment allergique au Rassemblement national. Donc voilà, la semaine prochaine, mardi prochain, dites-lui un truc du genre, enfin, faut pas dire, mais sur Marine Le Pen, et vous allez voir comment il va démarrer au quart de tour. Voilà, tu t'arrangeras, Hugo, tu poseras la question. Ouais, et puis n'hésitez pas à follow la chaîne, à promouvoir ce qui est fait sur la chaîne. Et puis, on va avoir plein de trucs sympas dans les prochaines semaines et les prochains mois sur la chaîne Twitch. Je vais pas spoiler, mais voilà, j'ai une petite PPL que je suis en train de travailler. Et j'aimerais bien la travailler un tout petit peu avec vous sur la chaîne et ça pourrait vous intéresser. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, merci d'être présent. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le Bourbon sans filtre mardi. Et puis bien entendu, je vais essayer de faire un ou deux trucs entre avec vous si vous le souhaitez pour soit faire une react sur une actualité, soit faire un petit peu de gaming. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de gaming. Et puis voilà, votez le 9 juin. Bonne soirée à tous.